Alors, Monsieur Laringue, je crois que c'est quand même temps de vous poser quelques questions. Mathieu, es-tu trop impressionné pour parler à Monsieur Laringue? Un peu. Alors, je pose une question toute simple, une petite parenthèse. Vous avez tout connu. Votre plus grande frayeur médicale, ou a posteriori, avec ce que vous connaissez aujourd'hui, vous dites, eh ben, on s'en est bien sorti. En anesthésie. En anesthésie. Ma plus grande frayeur, ça a été les difficultés d'intuber alors que le malade était cœur-charisme. Voilà. Et qu'à ce moment-là, évidemment, on a des idées, on se dit on a la ventilation sous la main, on peut la faire au ballon, et malgré tout, il ne s'oxygénait pas. Eh bien, ça a été pour moi une grande frayeur. Voilà, la plus grande. C'était un défaut, sûrement, dans les passages de voie aérienne, qu'il aurait fallu examiner avant d'intuber. Voilà. Mais le malade s'en est tiré, voilà. Il y est passé près. Voilà. Alors, c'est dire que par rapport à votre question, il est évident que l'anesthésie a évolué aussi avec les améliorations des techniques, les améliorations des pratiques. Et il y avait un certain nombre de contradictions, vous savez, à l'époque. Parce que pour améliorer l'anesthésie, on injectait de l'alcool. C'est dire que dans ce pays du Beaujolais, eh bien, il faut constater que c'est là que l'anesthésie a fait le plus de progrès. Il se disait que tout de même, c'est moi qui les ai appelés chefs de département, et M. Lain, qui était mon voisin, eh bien, il ne peut pas être payé. Alors il a fallu qu'il modifie l'arrêté, et il y a ajouté, je vous l'ai montré d'ailleurs, j'ai un arrêté, chef de département d'anesthésie, entre parenthèses, assimilé à un chef de service. Voilà. Et c'est comme ça que quand l'administration veut vous aider, elle peut le faire. Donc on peut vous appeler Monsieur l'assimilé. Voilà. Et d'ailleurs... C'était le traitement. On a bien. Et donc Raymond Deleuze prend ses quartiers, on allait dire, de chef de département, ce qui était quand même un titre assez remarquable, dans ce pavillon A. Mais un chef du service d'anesthésie, mais sans lit, il n'y a pas besoin de bureau. Pourquoi des bureaux pour les anesthésistes? Et Raymond Deleuze a commencé dans un couloir, au bout du couloir du pavillon A, voilà, à droite, on a fermé, c'est-à-dire qu'il avait une sortie sur l'extérieur, hein, ce qui était peut-être très commode, et puis une sortie sur le couloir, et il n'y avait rien d'autre. Et c'était le département d'anesthésie, il faisait à peu près 7-8 mètres carrés, et c'était tout le service, donc, était rassemblé là. Bon, après, ils ont fait de gros efforts quand même architecturaux, puisque on a mis des algécos sur le toit. Et Bernard, tu as connu les algécos du pavillon A. Tu peux nous raconter un petit peu les algécos? Oui, j'ai connu les algécos du pavillon A. C'était des endroits où il faisait très chaud l'été et très froid l'hiver. Et Raymond, bon, était donc là dans son bureau. Mais en fait, moi je me souviens surtout du petit bureau au bout du couloir. Et un jour, où je travaillais donc au pavillon A, où j'étais anesthésiste, à la sortie de... Je revenais de mon service militaire. Tu parlais tout à l'heure de Fézin. Fézin m'a valu 3 jours de consigne à l'hôpital des Genettes, puisqu'on était consigné sur place au cas où on aurait à recevoir des blessés de Fézin. On n'en a pas reçu, mais parce que j'étais dans le service dit de réanimation de l'hôpital des Genettes. Et donc, au pavillon A, je me souviens très bien de ce petit couloir. Et un matin, Raymond Deleuze m'a convoqué, j'avance peut-être un peu sur la chronologie, m'a convoqué, il m'a dit voilà, l'anesthésiste du pavillon haut, donc du service de chirurgie cardiaque du professeur Michaud, est parti, il n'y a plus d'anesthésiste, donc tu vas prendre le poste et en échange je te donne assistant. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la carrière de la chirurgie cardiaque. Voilà. Donc le pavillon A... Pardon. Oui, je voulais insister un peu sur cette partie-là.
Parce que c'est vraiment la partie la plus compliquée que nous avons éprouvée dans le développement de l'anesthésie. Voilà. Parce que le chirurgien considérait que l'anesthésie c'était son assistant. Ça a d'abord été son chauffeur. J'ai fait des anesthésies sur les tables de cuisine à Revel, et c'était le chauffeur qui faisait l'anesthésie et j'aidais le chirurgien. C'est comme ça que j'ai pris goût à l'anesthésie d'ailleurs. J'ai connu les dentistes qui passaient dans les campagnes, j'étais en Bigorre dans les montagnes, ils passaient à jour fixe, on les attendait et ils ne faisaient pas d'anesthésie. Voilà. Il criait plus que celui auquel il avait arraché les dents, mais il lui disait « attends un peu et tu seras soulagé ». Voilà, mais c'était un moment pénible à traverser. Eh bien, le moment difficile, c'est qu'on a considéré toujours les anesthésistes comme des assistants. Et ils étaient représentés, quand ils commençaient à évoluer, par les chirurgiens. Dans mon jury de thèse, qui fut un des premiers jurys officiels en France pour nommer des professeurs d'anesthésie, j'avais le chirurgien, M. Bouman, j'avais un pharmacologue, M. Chémol, j'avais un physiologiste, j'avais un médecin généraliste et un autre chirurgien. 5. Il ne pouvait pas y avoir d'anesthésiste puisqu'on les attendait. Et on attendait toujours notre indépendance. C'est pour ça que je reviens sur ça. Quand on a été nommé, on était assistant de chirurgie, il a fallu commencer à combattre l'ordre des médecins. C'était le seul endroit dans la néontologie où le médecin chirurgien pouvait avoir un assistant pour faire son anesthésie et réanimation. Et ça, c'était le mouvement général. On disait quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent, les anesthésistes? Bon, alors l'indépendance venait aussi bien des efforts que faisait Raymond Deleuze dans le syndicalisme, hein, que le fait qu'il n'y a pas de bon syndicalisme s'il n'y a pas une bonne formation intellectuelle. Voilà. Et la formation nous a beaucoup aidé avec le syndicalisme pour essayer de convaincre l'ordre qu'il fallait faire sauter ça du point d'anthologie. Alors, c'est parce qu'on se présentait comme des hommes normaux, qui avaient étudié, qui savaient enseigner, que finalement cet article a sauté. Ça, c'est le deuxième point important. Et on n'avait pas le droit d'avoir des lits. Et deuxième réflexion, pour avoir des lits, il fallait des titres hospitaliers dont peu disposer. D'où le nom qui a évolué à travers l'espace et à travers les temps. C'est que ça a été d'abord le mot d'anesthésiologie qui mettait tout le monde d'accord. Ça a été après le mot d'anesthésie à réanimation. Puis ça a été le mot d'anesthésie, de l'anesthésie qui est revenu. Et puis alors, c'était anesthésie à réanimation, mais c'était dans une université, on l'appelait anesthésie à réanimation, dans l'autre anesthésiologie. Enfin, c'était le bazar complet. Et il a fallu, bon an mal an, hein, parce que j'ai préféré que ça reste tout le temps anesthésie à réanimation, parce qu'on réanime. C'est comme on a fait sauter anesthésie, analgésie, réanimation. L'anesthésie n'est pas suffisante, il faut de l'analgésie. Bon, oui, et l'analgésie même a pris le pas sur l'anesthésie. C'est ainsi. Il a fallu que, alors tous les anesthésistes, à part, je crois que j'étais le seul en France à avoir été interne. Madame Delahaye. Madame Delahaye, non? Oui. Madame Delahaye, oui, bon, Delahaye. Mais ça a été un grand combat, cette affaire-là. Il a fallu que je sois rapporteur, comme j'étais parlementaire, dans la loi de la réforme des études médicales et pharmaceutiques du mois de décembre 1962. Eh bien, dans cette loi, tous mes collègues m'ont dit, c'est pas possible que nous soyons la seule discipline à ne pas pouvoir être interne, parce que j'étais pas interne en anesthésie, j'étais interne en médecine générale, quoi. Et quand il a fallu avoir un clinica, pour faire comme tout le monde, eh bien j'ai eu un clinica de 2 ans en chirurgie, de 2 ans en médecine, de façon à me former un petit peu à toutes ces questions.
Et alors là, on a été en bagarre, comme vous le faisiez remarquer, il y avait des réanimateurs médicaux. Même, je ne peux pas le citer, mais en fait, il était un grand homme, un grand chercheur par ailleurs, c'était M. Mollaret. Enfin, il bagarrait dur sur les anesthésistes et les réanimateurs à préparation anesthésiste. Et bien, dans cette loi, j'ai fait entrer les anesthésistes de l'internat dans l'anesthésie et réanimation. Et ils ont été contents d'être comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Mais voilà. Et ça avait fait, on était interne, on n'était plus collaborateur du chirurgien, on pouvait à ce moment-là disposer de services verts, sortir des articles, s'occuper un peu de nous, et on a créé évidemment des lits aussi, des lits, parce qu'il tenait à avoir des lits pour toucher aux malades. On avait fait des lits de déchocage et autres, alors que les responsables jusqu'alors, eh bien c'était les chirurgiens qui étaient responsables des choses. On a lutté toujours pour l'indépendance. Ça a été la partie la plus compliquée de notre vie. Voilà. Pour faire que l'anesthésie soit considérée comme à sa juste valeur, comme toutes les autres disciplines, et que de ce fait, tous ceux qui la pratiquaient pouvaient avoir la même plus-value. On vous remercie bien. Voilà, c'est effectivement la disparition de ce fameux article 45, mais qui a encore pris, disons, quelques décennies avant que le Conseil de l'Ordre, effectivement, le supprime. Alors là, on est on arrive à Bernard. On arrive à Bernard Dugray, effectivement, avec ce cliché historique, puisque vous avez Chris Barnard, donc le premier chirurgien africain d'Afrique du Sud, qui a fait donc la première transplantation cardiaque, donc, et à sa droite, donc Pierre Marion. Et c'est vrai que cette visite de Barnard dans le service est restée tout à fait mémorable. Alors je crois que Bernard, tu as à nous raconter un 11 novembre 1968. Effectivement, le 11 novembre 1968, nous avons réalisé au pavillon haut la deuxième greffe cardiaque française, qui était à l'époque la 11e mondiale. Quelque temps auparavant, le professeur Dubost à Paris avait greffé le père Boulogne, et à Lyon, dans l'équipe du professeur Michaud, avec Hubert Termet, avec Jean Chassignol, un certain nombre de Jean-Pierre Arassa aussi, il y avait, tout le monde se disait il faut qu'on en fasse une. Il travaillait déjà depuis pas mal de temps sur le plan expérimental. Et puis, ce fameux week-end du 11 novembre, moi j'étais parti pour le week-end dans ma belle famille en Savoie, et à 5h du matin, le téléphone a sonné, c'était Georges Bureau, qui était au bout du fil, qui m'a dit, écoute, on a un coma dépassé, tu rentres d'Ardard et on va greffer. Et à 6h15, j'étais au pavillon A, je prenais en charge le fameux coma dépassé, ventilé à la main, bien sûr, et le transportait dans les couloirs, enfin dans les sous-sols de l'hôpital, jusqu'au pavillon haut. Bon, on l'a mis dans la petite salle d'opération, parce qu'il y avait 2 salles d'opération au premier étage du pavillon haut. Et je ne me rappelle plus exactement à qui je l'ai confié à ce moment-là, pour aller m'occuper de celui qu'on allait greffer, qui s'appelait Gilbert Moissonnier. Et je l'ai endormi, et à cette occasion, c'était la première fois que j'ai utilisé de la neuroleptanalgésie, dompéridol, palfium. C'était la première fois. De toute façon, il fallait essayer, on connaissait, on savait déjà comment ça marchait, en particulier avec l'école de Jacques Ducallard à Montpellier. Mais j'avoue que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de moderne. J'ai utilisé la neuroleptanalgésie. L'opération a duré 8 heures. Quand même. Oui, quand même. Maintenant, il faut en gros 1h30 pour faire 2 heures pour faire une greffe cardiaque. Et puis, on a sorti ce monsieur, on l'a mis dans une chambre qu'on avait préparée à l'avance, où tout était censé être stérile. Et on rentrait, on sortait, où on passait les différents impédimenta dont on avait besoin à travers un guichet qui avait des
des lampes ultraviolets, enfin des rampes ultraviolets. Et le lendemain matin, on s'est pratiquement tous retrouvés au pavillon C avec une ophtalmie épouvantable. Les risques du métier. Absolument, les risques du métier. Très bien. Eh bien, grand merci de ce témoignage hein, qui est important. Vous avez peut-être noté à l'entrée que nous avons mis une phrase au-dessus de la porte. Il n'y a pas de petite anesthésie. Et Raymond Deleuze ne cessait de répéter effectivement cette phrase parce que, autant comme tu viens de le raconter Bernard, pour de la chirurgie très lourde, on met, j'allais dire, tous les moyens hein, nécessaires. Mais c'est vrai que cette phrase, il n'y a pas de petite anesthésie, donc qui a été prononcée au cours d'un débat au concours médical, où il y avait Guy Vourch, Tom Ray, Fréjaville, donc et Gombaud, donc à l'époque, donc c'était des spécialistes et des références donc dans ce domaine, et c'était assez prémonitoire ce genre de phrase, puisque le 10 juillet 67 s'est déroulé à Montpellier le fondement juridique de la responsabilité en anesthésie. Julien et Albertine Sarrazin, c'était pas Bonnie et Clyde, mais pas loin, puisque c'était, ils ne craignaient pas de faire le coup de feu, la drogue, la prison, puisque c'est en s'évadant, donc, et en tombant du mur de la santé, qui a eu cette fameuse fracture de l'astragale, qui a été le titre du roman donc d'Albertine Sarrazin, qui était écrivain prometteuse, qui était vouée à un très bel avenir sur le plan de la littérature. Et Albertine Sarrazin, le 10 juillet 1967, a été endormie pour une néphrectomie. Une néphrectomie qui a duré 2 heures, et avec une anesthésie bien classique pour l'époque, Nesdonal, Curin, etc. Et au moment donc le chirurgien avait terminé son acte opératoire, reste dans la salle d'opération uniquement le médecin anesthésiste qui n'était pas diplômé, et une sœur qui remet sur le dos l'opéré et qui fait un désamorçage cardiaque, et un arrêt circulatoire. Il y a des manœuvres de ressuscitation qui sont faites, et Albertine Sarrazin décède dans les heures qui suivent. Alors, il y a le procès qui s'en est suivi. Julien Sarrazin, donc son mari, a fait une action en justice, et il a fallu pratiquement 10 ans pour arriver à des conclusions définitives. Après, en première instance, après en appel, il y a la Cour de cassation a cassé l'appel, ça a été rejugé dans une autre cour d'appel, je ne sais pas si c'est pas à Toulouse d'ailleurs, qu'il y a eu un deuxième appel, et pour arriver effectivement à la conclusion suivante, c'est que en première instance, l'équipe chirurgicale avait été condamnée, les deux, le chirurgien, l'anesthésiste, et en appel, seul l'anesthésiste a été condamné. C'est-à-dire que c'était la première fois, c'était en quelque sorte la majorité qui venait d'être prononcée, puisque pour la première fois, un médecin anesthésiste, même s'il n'était pas diplômé, il exerçait l'anesthésie, a été condamné seul pour l'homicide involontaire d'Albertine Sarrazin. Et alors là, la Cour de cassation a été tout à fait perspicace, puisqu'elle a dit, mais enfin, très bien, on va condamner l'anesthésiste, qui a quand même été un petit peu léger sur le plan de la réanimation, parce qu'il n'avait rien, il avait juste un petit peu de séance physiologique, alors qu'elle était dans un état général assez médiocre, une tuberculose, elle avait, disons, un état assez alarmant préopératoire. Il n'y avait pas eu de consultation d'anesthésie, puisque l'anesthésiste avait découvert sur la table d'opération l'opéré, il était venu pour l'endormir, point. Et les magistrats, dans leur grande sagesse, ont dit, mais enfin, le chirurgien ne peut pas ignorer que l'anesthésiste l'a découverte au dernier moment, que le chirurgien connaissait parfaitement tous les antécédents de l'opéré, qui se doutait qu'il y avait un risque opératoire quand même assez important, et on a recondamné in solidum le chirurgien et l'anesthésiste. Et ça, c'est très important, puisque
bon, pour la première fois, l'anesthésiste, donc sa responsabilité a été engagée de manière pleine et entière, mais finalement, c'est quand même l'équipe chirurgicale qui a été, disons, qui a été condamnée. Et par la suite, donc, il y a eu un certain nombre de procès, bon, tout à fait retentissants, entre autres l'affaire Farsa, qui a débouché sur la salle de réveil, sur les premières circulaires imposant l'existence d'une salle de réveil en France. Et puis, cette petite question posée toujours dans le concours médical qui va étonner les jeunes, l'examen préopératoire par l'anesthésiste, quels honoraires suis-je autorisé à prendre pour la consultation d'un malade hospitalisé la veille de l'intervention chirurgicale? Jusque-là, rien d'étonnant. Mais c'est la nomenclature, et là on est en 1980, donc c'était hier. Eh bien, pour cette circonstance, un honoraire de C08, c'est-à-dire que ce n'était même pas un spécialiste, puisque la lettre clé c'est CS, eh bien, il avait droit à peine à la consultation du médecin généraliste pour sa consultation préopératoire, à condition qu'il n'y ait pas d'autres actes qui soient faits en même temps. C'est-à-dire que la consultation préopératoire n'était même pas considérée comme une consultation de médecin généraliste. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, M. Laringue, à savoir qu'il a vraiment fallu se battre pour dire, mais attendez, on est quand même des spécialistes. Et on ne voit pas pourquoi on aurait une sous-cotation de notre acte. Et ça a été effectivement l'argumentaire et les défenses du syndicat national, donc animé par Raymond Deleuze, qui s'est battu pour l'article 45, pour la nomenclature. Et on sent dans cette petite phrase, justement, le sens pragmatique qu'avait Raymond Deleuze et la finesse dans l'expression qui faisait de la bonne pédagogie. Et il n'y a pas de petite anesthésie. Et je m'en souviens quand il l'avait dit, nettement. Et je m'en suis servi récemment quand le procureur général de la Cour de cassation m'a dit, M. Laringue, maintenant qu'il faut noter tout ce que l'on va faire, les consultations que l'on va en faire, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on risque en anesthésie? J'ai répondu, Monsieur le procureur général, la mort. Ça ne va pas plus loin, la mort. On juge, on voit que le nombre de décès diminue en anesthésie d'une façon vertigineuse, mais il y en a qu'on ne maîtrise pas. Il y a un grand risque. Et il ne faut pas reprocher qu'une syncope, qu'une allergie peut passer inaperçue, puisse survenir. Voilà. Autrement, toutes les anesthésies doivent bien se passer. Et c'était effectivement le combat de Raymond Deleuze, voilà, qui effectivement dans les congrès, je vois que M. Motin sourit à cette image, elle vous est dédiée, donc de congrès et effectivement d'enseignement, et puis c'est l'arrivée à l'hôpital neurologique et en 1974 la création du SAMU de Lyon. Je pense qu'on n'aura pas le temps, M. Laringue, et c'est bien dommage de vous interviewer sur la fondation des SAMU, parce qu'effectivement, ça aurait été très intéressant. Petit clin d'œil, c'est pas un SAMU afghan, mais c'était quand même à Kaboul, et Raymond Deleuze y a enseigné pendant 2 mois, et il avait pris cette photo, donc je l'ai extraite, un accident en Afghanistan. Effectivement, Raymond Deleuze a accueilli en mai 68 Georges Pompidou, qui à l'époque était Premier ministre, et qui, à la grande déception des médecins afghans, est venu inaugurer un nouveau lycée et non pas un nouvel hôpital. Voilà. Ceci étant dit, dans un lycée, on peut enseigner ce qu'on veut, bon, y compris des choses qui ne sont pas forcément sur le plan social et humain très porteuse d'espoir, alors qu'un hôpital, bon, un blessé, un malade reste toujours un malade, et c'est bien dommage effectivement que l'Afghanistan n'ait pas pu en bénéficier, même si effectivement il y a aujourd'hui une collaboration très étroite entre les hospices civils de Lyon et l'Afghanistan, qui a repris. Le doyen Sierre avait à l'époque beaucoup œuvré pour ce jumelage avec la faculté de Kaboul, et donc Raymond Deleuze y a enseigné effectivement pendant 2 mois. Il est également allé au Mali faire soutenir des thèses à l'invitation de son élève Patrick Desfontaines, qui a fait de l'anesthésie au Mali, qui a été le premier à se lancer dans cette aventure.
Et voilà la raison du devoir que j'ai accompli en écrivant le livre que vous avez bien voulu préfacer. C'était en 1992, donc juste après son départ de l'hôpital neurologique. Monsieur Deleuze m'avait envoyé cette lettre, permettez-moi de vous adresser tous mes vœux, et d'exprimer du fond du cœur le souhait qu'il nous soit à nouveau donné la possibilité de nous revoir prochainement et de réécrire ensemble notre histoire lyonnaise de l'anesthésie et de la réanimation. Voilà, et bien aujourd'hui c'est fait. Le mot de la fin. C'est-à-dire, c'est parce d'une certaine émotion que je suis venu à Lyon pour parler de Raymond Deleuze. Certes, j'y rencontre d'anciens élèves ici, des amis, des collègues qui m'ont succédé à la présidence du SAMU, M. Petit, les liens qu'il y a avec le secourisme, avec le président du secourisme, M. Bondian, et enfin une série de... Voilà, je ne les nommerai pas tous, parce que si j'ai été content de me rebaigner dans un bain d'anesthésie et de réanimation, car comme le disent les paysans du Sud-Ouest, n'oublie jamais qu'il t'a fait roi. Et que par l'anesthésie et la réanimation, on est arrivé à faire évoluer et à évoluer avec, et faire que la médecine puisse réaliser des progrès qu'elle n'aurait pas pu obtenir si les anesthésistes n'avaient pas été médecins. Et Raymond Deleuze a grandement participé à la médicalisation de l'anesthésie. Ce qui ne fut pas facile, parce que pour passer du concierge au médecin, il fallait un effort culturel, même de nos collègues. Les anesthésistes, c'est pas un monde, quoi. Bon. Et que les progrès qui ont été réalisés, on les doit en chirurgie à une symbiose et à une équipe qui est formée par le chirurgien, par l'anesthésiste qui réanime les deux. D'où le nom des anesthésistes maintenant, anesthésie, réanimation chirurgicale. Et il faut, dans ce moment qui est un peu bouleversant, quoi, pour quelqu'un qui a connu Raymond Deleuze, penser à tous ces efforts qu'il a fait réaliser, les sacrifices auxquels il a fait face avec son épouse, Huguette Deleuze, pour obtenir et faire obtenir certaines équipes, mais avec une grande volonté d'aboutir à cette situation dans laquelle se trouvent les anesthésistes réanimateurs, médecins, dont on ne peut plus se passer. L'anesthésie et la réanimation fait partie intégrante de la médecine. Alors, ceci démontre un peu ce tempérament de Raymond Deleuze, qui, quand il s'était fixé un objectif, allait toujours de l'avant et travaillait à l'obtenir, toujours en équipe et en concertation. Et il était au fond de cette formule d'un fondateur de l'Europe, M. Monnet, qui disait « Je ne suis ni pessimiste, ni optimiste, je suis tout simplement déterminé. » Et je suis heureux ce soir de pouvoir participer à une réunion d'anesthésistes réanimateurs. Et très ému, je vous l'assure, très ému, quand je le vois encore plus que par le souvenir. Et je me rappelle, au cours de mes voyages, de ce proverbe africain. Ils oublieront peut-être ce que tu as fait. Ils oublieront à coup sûr ce que tu as dit. Mais ils en auront le ressenti. Et je remercie tous les présents qui sont ici ce soir, que dans ce ressenti, il y a cette chaleur humaine qui fait que ce ressenti, vous le garderez toujours dans votre esprit.